Salut à tous et bienvenue sur Uchronique. Aujourd'hui un épisode traitant d'une époque beaucoup plus ancienne que celle traitée habituellement sur la chaîne, mais d'une région que la plupart d'entre nous francophones connaissons, puisqu'il s'agit de la Gaule. Remontons en l'an 58 avant notre ère. C'est à cette année que Jules César s'intéresse de près à la Gaule. À cette époque, la Gaule est divisée en 3 populations majeures, avec la Gaule belgique, la Gaule celtique et la Gaule aquitaine, elle-même constituée de multiples peuples celtiques, germains et proto-basques, formant ce que les Romains appellent la Gaule chevelue. La guerre des Gaules fait rage, et Jules César tente de conquérir tout le territoire gaulois afin d'asseoir sa supériorité militaire et étendre l'Empire romain aux frontières naturelles terrestres. Sous les attaques répétées des légions romaines pendant 6 années sans interruption, la Gaule se voit rapidement encerclée de Romains qui partent depuis leurs provinces les plus proches, à savoir la Gaule narbonnaise et la Gaule cisalpine. Nous sommes en l'an 52 avant notre ère. Le début de l'année est marqué par la fin de la 6e campagne victorieuse des troupes romaines menée par Jules César qui ont envahi Sénaboum, l'actuel Orléans, point capital de ravitaillement notamment grâce à son port. Le proconsul réussit à établir son protectorat sur les Carnutes en s'assurant la collaboration du notable gaulois Tasgetios, qu'il rétablit sur le trône. Ce mois de janvier est également marqué par un hiver rigoureux en Gaule, où l'empereur romain décide pour la première fois depuis le début des conflits d'aller profiter de sa victoire en Italie romaine, où le climat y est moins rude que dans les contrées gauloises. C'est précisément à cette période de trêve inédite que la révolte des peuples gaulois commence à se faire entendre face à l'invasion grandissante de l'Empire romain sur leurs terres. Ils décident de frapper fort, en lançant une insurrection afin de reprendre Sénaboum le plus rapidement possible. Cette stratégie menée par Cotuatos, puis par Vercingétorix, se fait en plusieurs étapes. Tous deux parviennent à convaincre les autochtones que Tasgetios est un traître, afin de le faire assassiner et laisser l'actuel Orléans avec un trône vacant. Cette offensive, qui surprend les Romains, établis à Sénaboum, transcende les Carnutes, fédérés par le chef des Arvernes, qui massacrent tous les Romains ayant posé le pied sur leur capitale et jettent leurs corps dans la Loire. Vercingétorix, ayant mené à bien cette révolte, prend alors une place plus importante aux yeux des Gaulois. Et il profite de cette trêve de combat pour rassembler le plus grand nombre possible de tribus gauloises au combat contre Jules César, en commençant par attaquer les légions romaines sur le siège d'Avaricum. Le jeune chef Arverne est conscient que l'affrontement direct avec les légions sera un échec et réitère sa stratégie précédente consistant à épuiser les Romains en approvisionnement en appliquant la technique dite de la terre brûlée. Les Gaulois ont toujours pratiqué l'agriculture intensive sur leurs terres fertiles, ayant créé un mode de vie autonome en sédentarité. Les peuples gaulois réalisent même une récolte abondante chaque saison, permettant de faire commerce de leur excédent avec les contrées extérieures, notamment par le ramassage du blé, de l'oseille, du radis ou encore du quibus. Ces terres nourricières permettent alors aux légions romaines installées en Gaule de ne pas avoir besoin d'approvisionnement venant de l'extérieur pour se ravitailler durant les campagnes militaires. C'est là où Vercingétorix prend à contre-coup les Romains en brûlant les terres ainsi que les récoltes gauloises à proximité des campements romains. Si plus aucune récolte n'est disponible autour du siège d'Avaricum, alors les légions romaines vont rapidement s'épuiser et seront affaiblies, donnant l'avantage aux Gaulois pour l'offensive sur place. Ainsi, les récoltes de l'actuelle ville de Bourges et toutes celles autour sont rapidement mises en cendres par les guerriers locaux. Même les récoltes non alimentaires, telles que les plantations de tabac gauloises, partent en fumée. Au bout de quelques jours à peine, le chef Arverne lance l'assaut et les tribus gauloises acculent sèchement les Romains, qui ne peuvent pas lancer l'ordre de renfort ou de repli, et rendent ainsi Avaricum aux mains des Gaulois. Jules César n'apprend les terribles nouvelles que trop tard, vers la fin de son séjour à Rome, où il redoute une rébellion globale des tribus gauloises et quitte précipitamment son palais pour se rendre vers les prairies enneigées de Gaule.
Vercingétorix continue alors à suivre ses idées, fixer Jules César sur son chemin du retour, aux frontières de la Gaule narbonnaise, qui reste encore province romaine, mais peuplée de Gaulois qui ont désormais rallié la coalition gauloise. Les Rutènes, les Nitiobrogues et les Gabales réunissent également leur énergie, et les Gaulois rassemblés comme jamais auparavant créent une force universelle sur l'oppidum d'Entremont, l'actuelle Aix-en-Provence. Ils choisissent à l'unanimité cet endroit pour rendre hommage à leurs ancêtres, les plus valeureux combattants d'autrefois, les guerriers saliennes. Cette union transforme alors la Gaule chevelue en une puissance redoutable et prépare le tournant de cette guerre des Gaules en attendant les troupes romaines menées par Jules César sur la plaine de Meurdogne, la Gergovie. A noter que pour la première fois de l'histoire de la Gaule, les Gaulois transcendés par leur union décident d'un nom pour leur combat, Gallia Caudario, signifiant mot pour mot Gaule avec rage, bien déterminée à prendre le dessus face à l'Empire romain. La Gaule avec rage va même prendre de l'avance dans ses préparatifs en Gergovie. Le terrain n'a pas été choisi au hasard par Vercingétorix, qui a le goût du risque en laissant Jules César venir vers lui, mais n'a pas le goût de la folie non plus. Située près de l'actuel Clermont-Ferrand, Gergovie a un relief très vallonné, notamment dû à la présence de l'actuel massif central, appelé Gallia Brigas, signifiant le mont Gaule en langue gauloise, occupant 21% du territoire gaulois. La nuit précédant l'arrivée de Jules César, Vercingétorix lance l'attaque sur le premier des deux camps romains installés en Gergovie, tous deux dirigés par le légat Caius Fabius. Les rangs de Fabius reculent vers le second camp romain et tentent de résister aux Gaulois jusqu'à la venue de Jules César, mais ils se retrouvent piégés entre les deux camps dans le double fossé qui servait de protection pour les Romains. Voyant ses troupes prises au piège, César sonne la fin du combat, mais bon nombre de ses troupes n'entendent pas ce signal et continuent à se battre jusqu'au dernier. Face à cette terrible situation, seule la fuite est envisageable pour le proconsul qui anticipe un ultime assaut de Vercingétorix en direction du double fossé, ayant pour but de massacrer les légions romaines ou de les capturer comme otages. Dès le soleil couché, l'empereur prend la fuite vers le nord de la Gaule avec seulement quelques laitues en guise de provisions pour le trajet, afin de rejoindre les tribus germaniques dans un ultime espoir de reconquête, et l'assaut promis des Gaulois arrête net le doute des Romains qui ne survivent pas en Gergovie. En ayant parcouru près de 400 km à pied, seul depuis des jours, sans autre ravitaillement que de maigres salades, César s'effondre d'épuisement à Augusto Bonam, près de l'actuelle ville de Troie. Ce n'est pas Vercingétorix qui trouve le corps de Jules César le premier, mais un Gaulois du peuple des Rèmes, issu de la Gaule belgique, qui se met à construire une sépulture pour respecter la mémoire du proconsul. Vouer un culte à l'ancien empereur de Rome n'est pas du goût de tous les Gaulois, notamment ceux du peuple élisique de la Gaule celtique, dont quelques-uns accourent vers le récent défunt pour profaner sa sépulture en Augusto Bonam. Un rapport de force s'établit alors entre les offensifs éliciques venant du sud et les Rèmes issus du nord, allant jusqu'à exhumer la dépouille de César et la démembrer, comme si le sort naturel n'était pas assez douloureux. Le corps inerte d'un César à bras raccourcis, à la vue de tous, crée un clivage entre les deux peuples et à une échelle plus grande entre la Gaule belgique et la Gaule Nouvelle-Aquitaine, union entre la Gaule celtique et la Gaule aquitaine, séparant le pays gaulois en deux Gaules générales, où l'endroit du tragique accident devient point de scission. La cicatrisation entre les deux Gaules est très longue, et pendant de longues années, une concurrence s'établit afin de prouver qu'une Gaule est plus grande que l'autre, ce qui aboutit à des progrès considérables. Les peuples gaulois réalisent un savoir-faire important dans le métal qui a d'abord vu le jour par le commerce de roches et s'est grandement développé par la suite grâce à l'exploitation des différentes ressources en métal par région, comme le trépalium, le sidylarsène ou le séminol. Afin de parcourir tout le pays, la Gaule belgique crée en premier un réseau commun de grandes routes par un accès plus rapide entre les régions, tracé par des chariots de bœufs appelés Centoi Novios Carom Boi, signifiant les nouveaux sentiers par chariot de bœufs en langue gauloise. La Gaule d'en face ne perd pas un instant face à cette innovation et joue la carte de la vitesse, en créant des chemins qui relient les principaux oppidums par de grands axes, avec des chariots tractés par des chevaux spécialement entraînés pour la course.
Ces moyens de locomotion sont appelés tektano, gabas, voredom, signifiant itinéraire à prendre par des chevaux de course en langue gauloise. Pourtant, cette concurrence, devenue saine au fil des années, va rassembler les Gaules sur un élément essentiel, l'agriculture. La majeure partie des terres sont brûlées depuis les combats face aux Romains et il devient urgent de refertiliser la Gaule afin de ne pas mourir de faim. Les Gaulois se souviennent de leur passé victorieux grâce à la force qu'ils obtiennent tous unis et les peuples de la Gaule belgique se lient d'amitié avec les peuples de la Gaule Nouvelle-Aquitaine et croisent leurs découvertes sur tous les plans. Ils partagent toutes leurs découvertes et même leurs croyances, notamment la déesse de la fertilité, Epona, invoquée dans toutes les fermes par des mélodies chantées ou jouées au bukina, ancêtre de l'ocarina. Cette réunion entre Gaulois donne naissance à un nom plein d'espoir pour leur territoire à nouveau soudé, Brogi Vosres, qui signifie le pays de l'aurore en gaulois, que certains historiens aiment également traduire par la Gaule du matin. Même l'arrivée des Francs 5 siècles plus tard ne ternira pas cette union entre Gaulois, et même si le pays de la Gaule de l'Aurore deviendra le pays franco-belge, rien ne séparera cette amitié entre les personnes vivant actuellement en Belgique et actuellement en France. J'espère que cet épisode d'Uchronique vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo qui aurait été plus personnelle que d'habitude. Si vous voulez de vrais récits intéressants bien écrits avec une Uchronique cohérente, allez voir la vraie chaîne d'Uchronique pour qui cette vidéo lui est dédiée. Je retourne à mes activités ichtyologiques du jour, portez-vous bien, et à la prochaine fois.